on vit quand même dans un sacré mensonge dans notre société qui est que il y a des rôles qui sont traditionnellement ou naturellement, c'est encore pire, attribués aux hommes et d'autres rôles qui sont naturellement attribués aux femmes et que ces rôles-là ne seraient pas interchangeables. Et moi, je le vois dans mon foyer, dans ma cellule familiale, absolument que ces rôles sont interchangeables en fait. Et nous, on fait aussi bien que n'importe quel couple, ce qui veut bien dire que les hommes, quand ils n'ont pas le choix, quand il n'y a pas de femme dans l'équation, ils font aussi bien qu'une femme. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Baptiste Beaulieu fait partie des personnalités que j'admire le plus pour sa capacité à comprendre, analyser et mettre en mots les travers de notre société. Avec son prisme de médecin de famille et d'écrivain, Baptiste vient vous éclairer sur le quotidien de millions de femmes et particulièrement de mères. Sa sensibilité et son charisme nous entraînent dans un monde où la souffrance et les difficultés sont mises à nu pour mieux les accueillir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Baptiste et bienvenue dans le podcast de la matrescence. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir avec nous. Ça va ? Ça va, un petit peu stressé comme avant chaque interview, mais c'est normal. C'est vrai, toi, t'es stressé ? Mais oui, mon métier, si tu veux, c'est un métier très solitaire. Moi, j'accueille des gens, ils déposent leurs plaintes, et puis c'est pas l'inverse, quoi. Je fais pas le tour du bureau pour parler. C'est les autres qui parlent dans mon quotidien, donc c'est toujours un peu angoissant de passer de l'autre côté du bureau, entre guillemets. C'est marrant parce que tu vois, la première fois où j'ai eu affaire à toi dans les médias, c'est pas vraiment affaire à toi, mais tu intervenais dans l'émission de France Inter sur l'accouchement à la maison. J'ai accouché à la maison 2 fois et je t'avais trouvé tellement percutant et fort. Tu vois, t'as pas peur de donner ton opinion, aller en frontal avec des gens qui sont très sûrs de leur posture. Et je t'avais trouvé en fait très courageux parce que c'est rare les discours qui vont un peu dans le sens inverse dans la médecine. Il m'a fallu du temps pour savoir m'imposer aussi, et puis pour pouvoir imposer mes opinions et avoir l'outrecuidance de penser qu'elles sont valables, autant valables que celles de la personne en face. Et je crois que c'est l'apprentissage de toute une vie, ça. D'arriver à se faire confiance, voilà. Mais ça me rassure de me dire que des gens qui paraissent comme toi hyper, pas forcément hyper à l'aise, mais qui n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions, quand même une petite voix à l'intérieur qui dit mais c'est l'angoisse totale, c'est un syndrome d'imposteur permanent. À chaque fois on se demande pourquoi on me demande mon avis, qui je suis pour donner cet avis. Quand je vais en dédicace, qu'il y a des gens qui font la queue pour faire signer leur livre, je me dis mais qui ces gens viennent voir, quoi, parce que moi je me connais et je ferai pas la queue pour moi. Et du coup pourquoi eux la font Oui, c'est un syndrome d'imposteur permanent. Alors ça c'est avec les livres, mais avec la médecine c'est pareil. Moi là ça fait 10 ans que je suis médecin de famille. Et ça fait 10 ans que j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit mais en fait tu joues au docteur là, tu fais semblant. Alors j'ai l'impression d'essayer de bien faire semblant, mais je me sens toujours pas légitime. C'est tellement empoisonnant ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi tu as voulu devenir médecin ? Alors chaque personne a une raison très particulière. Je me souviens d'une chef aux urgences qu'on adorait qui était brillantissime. Elle était toute petite, toute sèche et j'ai jamais
rarement rencontré quelqu'un d'aussi brillant et on n'avait jamais peur avec elle quand on partait en intervention avec leucémie ou quoi. Et un jour, je lui demande, Isabelle, pourquoi tu as voulu devenir médecin ? Elle me dit, mais c'est très intime comme question. Et j'avais eu l'impression de lui poser vraiment la plus intime de toutes les questions intimes, quoi. Bon, et finalement, je la cuisine un peu et elle me dit, quand j'étais ado, je fais le tour de l'école et je suis allé fumer en cachette derrière les poubelles avec une copine. Il y a eu un accident de voiture juste sous nos yeux et en attendant les secours, ma copine s'est enfuie parce qu'elle avait peur qu'on les engueule parce qu'elle fumait alors que quelqu'un était encastré dans un véhicule et clairement 2 ados qui fument, c'était pas la priorité. Et je me suis retrouvé à tenir la main de la personne incarcérée dans la voiture en attendant les secours et j'ai ressenti un tel sentiment d'impuissance que je me suis promis de plus jamais me sentir aussi impuissante. Et elle a fait ses études de médecine et est devenue médecin, la médecin brillante que j'ai rencontrée. Et moi, ça m'a interrogé sur mes propres motivations. Et j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais il y en a une fondamentale et qui est très bête avec le recul, qui était l'envie d'être utile, de rendre service. Et puis on vieillit et on s'aperçoit que n'importe quel métier, quand il est fait avec du cœur, avec le souci de l'autre, avec un A majuscule, c'est du soin. J'ai un avocat qui prend pas bien soin de ses patients, de ses clients. Les clients sont dans la merde. Et c'est pareil pour n'importe quel métier. Mais pour moi, il y avait cette illusion-là que le médecin, c'était le métier le plus utile du monde. Et maintenant que ça fait 10 ans que j'exerce, je m'aperçois qu'on guérit très peu les gens. Les gens se guérissent eux-mêmes. Nous, on les accompagne beaucoup. On les écoute et c'est déjà pas mal. Mais 90% du boulot, c'est le patient qui s'en charge lui-même. C'est rare un discours comme le tien. Je sais pas, enfin moi c'est vraiment cette impression-là, c'est que oui, on accueille la plainte, et ça c'est fondamental dans notre société où il y a malheureusement plus assez d'espace ou de lieux sanctuarisés où on peut déposer sa plainte, alors sans avoir le sentiment d'être jugé, donc évidemment tous les médecins ne procurent pas ce sentiment-là, mais théoriquement, le cabinet médical devrait être un sanctuaire où on peut venir pleurer, avoir le droit de pleurer, sans être jugé, et avoir quelqu'un qui nous écoute, ni plus ni moins. Malheureusement, on y reviendra peut-être, mais oui, sans doute que tous les cabinets médicaux ne sont pas comme ça. Tu veux dire que tu es une exception dans le... Ah, pas du tout. Ah non, tu sais, moi, quand je parle de maltraitance médicale, je me dédouane jamais du troupeau. Hein. Je fais partie du troupeau. Je suis pas le même médecin le lundi matin que le vendredi soir. Hein. On n'accueille pas du tout les gens de la même manière. Et puis, m'est arrivé même parfois d'essayer de prendre un peu de recul sur mes pratiques et de m'apercevoir que j'avais merdé à tel ou tel endroit. Mais là, je m'aperçois que je t'ai fait un peu une réponse de Gascon et que j'ai pas voulu me livrer totalement sur les raisons pour lesquelles j'ai fait médecine. Vas-y, je t'écoute alors. Mais non, parce que je me dis, je tourne autour du pot. Non, il y a plein de... Il y a plein de raisons. Il y en a une qui est toute bête, c'est... je devais avoir 3-4 ans, j'étais petit, et c'était l'été. Et il y avait un lézard sur la terrasse qui paraissait au soleil, comme ça, tranquillou. Et comme les petits, tu sais, on prend une pierre, on écrase les animaux pour voir ce que c'est la vie, la mort, pour tester, en fait, pour dire, je l'ai tué, ça n'existe pas, ou qu'est-ce que c'est que la vie. Et mon grand-père, qui avait fait la Seconde Guerre mondiale et qui avait perdu énormément d'amis à la Seconde Guerre mondiale, me voit faire ce geste et il n'en est jamais vraiment revenu de la guerre. Hein. Ça l'a laissé quand même vraiment fragile sur le plan psychique. Et donc, il prend le corps du lézard, il me le met dans la main et il me dit tu vois, la vie, c'est précieux. On n'a pas le droit de la gâcher comme ça. Et il m'a obligé à garder le lézard jusqu'au retour de mes parents du travail le soir. Donc, toute l'après-midi avec le lézard dans la main. Et puis, alors que maintenant je suis grand, je m'aperçois que c'est quand même assez violent comme pédagogie. Et je crois qu'une part de moi a voulu faire médecine pour se racheter du crime horrible que j'ai commis quand j'avais 3 ans d'avoir tué ce lézard. Alors là, il y a tous les psychanalystes ou les psychologues qui vont nous écouter, qui vont se frotter les mains en disant « Oh, c'est passionnant ça ». Mais en fait, pour tout dire, je crois que j'ai fait médecine parce que c'est le seul métier où on peut se laver 20 fois les mains par jour et tout le monde te regarde en disant « Qu'est-ce qu'il est professionnel ?» alors qu'en fait, t'es juste complètement névrosé. T'as un toc. Voilà, c'est ça. Et moi, je me lavais les mains beaucoup, quoi. Tu parles beaucoup là dans ton métier de médecin d'accueillir les plaintes, à quel point c'est essentiel pour les patients, les patientes. Est-ce que tu peux nous raconter, je pense que les gens n'ont pas trop conscience, est-ce que ce sont des cours que vous recevez en médecine ou est-ce que tu as dû apprendre sur le tas à être quelqu'un qui écoute ?
C'est terrible, mais on a malheureusement aucune formation sur le sujet. L'essentiel de notre boulot, c'est d'accueillir des gens, d'accueillir la plainte, de les écouter. On n'a aucune formation. C'est-à-dire, en 10 ans d'études de médecine, on a une seule heure de cours qui s'appelle consultation et annonce d'une maladie grave à un patient. Et donc, une fois que cette heure de cours est passée, si vous ne savez pas annoncer une maladie grave à un patient avant l'heure de cours, vous ne le saurez pas après l'heure de cours. Et il en résulte, j'imagine, d'immenses dégâts faits chez les patients et les patientes, puisque l'essentiel de notre boulot, c'est d'accueillir des gens et de parler avec eux, mais on ne nous apprend pas à accueillir les gens, à parler avec eux. Moi, je pense que ça s'apprend sur le tas, et surtout, j'ai eu, a posteriori, je peux le dire, j'ai eu cette chance immense d'être tombé malade, et donc d'être passé de l'autre côté de la barrière, et je pense que ça a fait de moi un bien meilleur médecin que si je n'étais pas tombé malade. Et bon, je ne vais pas dire que je souhaite à tous les médecins toujours tomber malades pour savoir ce que ça fait, mais il n'empêche, je crois que c'est un bon exercice d'empathie que de connaître aussi ce que ça fait parfois de se sentir extrêmement vulnérable face au corps médical. Donc c'est ton expérience personnelle qui t'a donné un peu des billes sur ce qui est... Moi, ça a commencé à l'âge de 13 ans, j'avais un petit lupus, alors c'est pas grand-chose, c'est un peu empoisonnant au quotidien, c'est des petites taches rouges sur le visage qui vont, qui viennent. Mais à l'âge de 13 ans, on n'a qu'une envie, c'est d'être mignon, c'est de plaire. On est là, on met son gel sur les cheveux et tout, on s'habille bien. Et puis on commence à avoir des taches rouges qui apparaissent sur le visage, et puis les gens qui se moquent à l'école. Et on va voir un médecin qui nous dit non, c'est rien, ça, tu vas mettre cette crème ou tu vas prendre ce traitement et ça va passer. Et ça passe pas. Et le médecin continue de relativiser en disant mais non, c'est rien. Sauf qu'à 13 ans, en fait, c'est tout. L'essentiel de ta vie, elle est concentrée sur l'image que tu veux renvoyer aux autres. Maintenant, j'en ai 40, j'en ai plus rien à foutre. Mais il n'empêche qu'à 13 ans, c'est pas les mêmes enjeux. Et ça m'a fait prendre conscience aussi qu'il faut trouver dans ce colloque singulier entre soignant et soigné, il faut trouver ce qui anime le patient, ce qui le blesse au quotidien dans la maladie qu'il a à gérer. Et je te donne un exemple. J'ai un ancien postier, par exemple, qui venait me voir, qui avait des douleurs chroniques. Et on n'arrivait pas à soulager ses douleurs. Et donc, je cherchais un moyen absolument de soulager ses douleurs. Et lui, ça l'empêchait tous les matins d'aller faire son petit, je ne sais plus, c'est un tiercé avec ses anciens collègues de boulot. Et tous les matins, il allait boire son café, plus faire une petite activité, genre un bingo, j'en sais rien. Et il adorait ce moment-là. Et je me suis aperçu que j'ai vraiment réussi à le soigner le jour où je l'ai vraiment écouté, où j'ai compris qu'en fait, ce qui était important chez lui, c'était pas d'avoir mal, il s'était fait à cette douleur, c'était que cette douleur l'empêchait d'aller tous les matins voir ses collègues et s'amuser comme il le faisait d'habitude. Et donc, le jour où on a dit, on va augmenter plutôt les traitements le matin plutôt que d'en prendre régulièrement toute la journée, puisque ce qui vous fait du bien, c'est ce moment-là. Et il est revenu quelques mois plus tard. Il avait pu retrouver goût à la vie simplement parce qu'on lui avait redonné ce petit moment-là qui était le moment important pour lui de la journée où il voulait être débarrassé de ses douleurs. Mais ça, j'aurais pas pu réussir si j'avais pas écouté les spécificités qui font que ce patient avait besoin de ça à ce moment-là de la journée et pas à un autre moment. Tu dis c'est une danse, c'est rigolo de voir entre vous et les patients comment est-ce que vous interagissez. Il y a des fois ça ne fit pas aussi. Pas du tout, et ça peut arriver. Je pense que c'est important aussi de le dire aux patients. Alors bon, c'est pas toi, c'est moi. En général, c'est comme ça que je leur dis. Non, mais c'est pas vous, c'est moi. Alors qu'en fait, parfois c'est totalement eux. Mais pour moi, ça passera. Mais c'est dans l'intérêt aussi du patient que le médecin lui permette d'aller consulter quelqu'un d'autre. J'ai quelques exemples, mais après, souvent, c'est sur un malentendu, sur un problème de communication. Moi, je me souviens d'une patiente, par exemple. Un matin, mon père m'appelle très tôt pour m'annoncer le décès de ma grand-mère. Donc, j'arrive au cabinet médical où j'étais remplaçant. Et évidemment, j'étais très préoccupé par cette nouvelle, j'aimais beaucoup ma grand-mère. Et une patiente arrive et me dit, voilà, je viens pour renouveler mon arrêt maladie de 3 mois. Et je lui demande évidemment pourquoi elle est en arrêt maladie. Je n'allais pas remplir le papier. Elle me dit, mais le médecin habituel, il le sait, pourquoi remplissez-moi le papier et puis je passe à autre chose. Et je dis, mais non, je ne peux pas, j'ai besoin de savoir. Et je ne sais pas comment, mais
en 2 minutes, elle était debout, j'étais debout, on se hurlait dessus, je lui ouvrais la porte et je lui disais de s'en aller. Et puis l'après-midi passe, et j'arrêtais pas de penser à cette consultation, à m'en vouloir. Et le lendemain, donc, je retourne au cabinet médical, je cherche dans le dossier, je trouve son numéro de téléphone. Je la rappelle, et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui dis, écoutez, voilà, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. En fait, je vais vous dire la vérité, j'ai appris le décès de ma grand-mère, j'étais pas dans mon assiette forcément, et je suis aussi un jeune médecin, et j'avais besoin de savoir pour quelles raisons vous étiez en arrêt maladie, parce que sinon j'aurais eu l'impression de mal faire mon travail. Et elle me dit, et ça c'est son point de vue, elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai une encéphalite chronique, chaque fois que mon médecin traitant a un remplaçant, je dois raconter mon calvaire, raconter toutes ces années de souffrance. Et moi, j'ai pas envie de raconter ça parce que c'est ma vie, en fait. C'est ce que je vis au jour le jour. Et j'ai compris son point de vue. Et alors, je me suis excusé au téléphone et je me suis dit, bon, elle reviendra jamais me voir, vu comment on s'est gueulé dessus, même si on a eu une explication. Et depuis, je me suis installé dans ce cabinet, et elle ne vient voir plus que moi. Et je me suis demandé pourquoi elle ne venait voir que moi. Et en fait, je crois qu'elle a compris que ce jour-là, j'étais un humain comme les autres, que j'étais pas un robot, et je crois que les gens ont besoin de sentir qu'ils ne se font pas soigner par des robots. Dans ton cabinet, tu en parles souvent sur les réseaux sociaux, tu reçois très souvent des parents, quand même des mères, et tu abordes, en tout cas sur les réseaux sociaux, cette question de la santé mentale des parents, particulièrement donc la charge mentale des mères. Pourquoi est-ce que ce sont des sujets dont tu parles publiquement ? J'en parle publiquement parce que, en fait, c'est le fruit d'un cheminement mental. Moi, j'ai commencé ce métier il y a 10 ans. J'étais absolument pas militant. J'étais même plutôt privilégié dans mon genre, médecin et homme, blanc. Donc, dans notre société, oui, j'étais carrément privilégié. Et puis, on se lève le matin, on va au travail, et puis on reçoit tous les jours 30 patients, dont 60 à 70% de patientes. Et puis, les années passent, les jours passent, les mois passent, et on finit par se lever le matin et se dire, mais c'est pas possible. La vie des femmes dans notre société, elle est. Il y a quelque chose de profondément anormal. On va me trouver très naïf quand je dis ça, mais moi, c'est le cheminement que j'ai eu. Et oui, j'ai fini par me lever un matin très ébranlé dans la prise de conscience qui est que, oui, naître dans cette société avec un pénis et des testicules, ça vous confère une sacrée panoplie d'avantages par rapport aux femmes, quoi. Et c'est quelque chose qui vient petit à petit, mais moi je ne comprends pas les médecins qui ne sont pas violemment du côté des femmes, parce que notre métier c'est de voir concrètement, je le dis, voilà, 60 à 70% de patientes, mais comment est-ce qu'on peut voir ce qu'on voit au cabinet médical et pas finir par se sentir violemment du côté des femmes? Pour moi, il y a quelque chose qui colle pas chez certains médecins, qui percute pas, c'est pas possible. Moi, j'ai vu des choses au cabinet médical. J'ai vu une patiente très âgée qui venait tout le temps me voir, qui était toujours très parfumée, très maquillée, toute belle. Et on s'en occupait bien, et elle allait très bien, et elle montrait rien, juste un sourire de façade, une vieille dame. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit j'ai pris la décision de divorcer, docteur. Elle avait 89 ans. C'est pas anodin de divorcer à 89 ans. Des années et des années de vie commune. Je lui demande pourquoi. Elle me dit, mais parce qu'il m'a battu toute ma vie. Donc j'ai compris pourquoi elle mettait du maquillage, pourquoi elle était pomponnée. Et elle me dit cette phrase, j'ai subi ça toute ma vie, je veux pas qu'on m'enterre à côté de lui. Voilà. Je veux pas que ça continue après. Voilà. Et je me dis, c'est dingue, cette femme qui a accepté, cette vie de chien, voilà, de violence, mais qui dit stop, ça s'arrête maintenant, quoi. Et comment est-ce qu'on peut écouter ça, écouter ce récit, puis rentrer chez soi et se dire ok, tout va bien dans ce pays, quoi. Il n'y a pas un problème avec les hommes. Et ça, c'est qu'un exemple, mais j'en ai plein, dont certains, je pense, je peux pas les dire ici tellement ils sont violents, mais ça me met immensément en colère. Et je pense que tu pointes du doigt quelque chose qui est systémique, qui fait beaucoup de bien aux femmes d'entendre un médecin, un soignant homme reconnaître que le vécu des femmes particulièrement peut être complexe, notamment dans la sphère familiale, dans la sphère intime, puisque comme tu dis, en étant médecin, vous avez accès un petit peu plus à cette sphère-là qui peut, de façade, paraître tout à fait normale.
ça aussi, est-ce que vous avez une formation sur détecter les violences conjugales, détecter les problématiques liées aux gens non, dans votre pratique? On n'en a pas et c'est dramatique ce que je vais dire, mais moi, une bonne part de cette pratique-là quotidienne, je l'ai acquise en lisant des comptes féministes sur les réseaux sociaux, pas à la fac de médecine, quoi. C'est-à-dire, maintenant, c'est une question que je pose systématiquement lors du premier entretien. Tu sais, dans ce qu'on appelle le recueil d'informations, c'est-à-dire voilà, l'histoire de la maladie, voilà, les symptômes, les antécédents personnels, familiaux. Et j'essaye, parce que c'est quand même une question qui peut être particulièrement violente, de la rendre la plus clinique possible. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des antécédents médicaux, c'est-à-dire des fractures, des opérations, avez-vous déjà été agressé dans l'enfance? Et tu vois, j'essaie de faire passer cette question de manière clinique, voilà. Et ben, je suis bien content de la poser maintenant parce que ça débloque parfois des situations difficiles et puis on se retrouve parfois avec des réponses dont on ne sait pas trop quoi faire. Moi, je me souviens de cette patiente. J'avais un doute sur ça parce que elle refusait tout le temps que je l'examine. Elle venait me voir, mais elle me demandait juste que je la touche pas. Ce qui est pour un médecin un peu paradoxal parce que nous on palpe, on ausculte. Et donc je respectais son choix et donc je lui demandais de prendre elle-même sa tension artérielle à la maison et elle le faisait. Et les années passant, je crois qu'elle m'a fait confiance justement parce que elle s'est rendue compte que toutes ces années après, je continuais à respecter son choix de ne pas être touché. Et un jour, on parle de son enfance et je lui pose la question, voilà. Et elle se met à pleurer en me disant je ne peux pas vous parler de quelque chose dont je ne me souviens pas. Tout en étant évidemment en larmes. Donc on se dit voilà, peut-être une bonne part des réponses qu'on cherche à ces douleurs diffuses qu'elle traîne depuis des années dans tout son corps. Et c'est là qu'on se dit ça met parfois du temps de guérir, parfois ça met des années, mais il ne faut pas désespérer, il faut juste attendre le bon moment pour pouvoir cueillir la vérité avec la patiente, quoi. Est-ce que tu reçois beaucoup de jeunes mamans qui viennent d'avoir donc un nouveau-né et qui sont déboussolées, désemparées, qui cherchent des réponses auprès des médecins, puisque c'est souvent vers vous qu'on se tourne dans ton cabinet, et comment est-ce que tu traites ces patientes-là? Alors, dire la vérité, mais moi, ma vision de la parentalité, elle a radicalement changé depuis que je suis devenu père. C'est-à-dire, avant, j'avais déjà beaucoup d'empathie pour les jeunes mamans. Maintenant, mon empathie pour elle a vraiment décuplé, on va dire ça comme ça, particulièrement les mères célibataires. On va pas se leurrer, il y a quand même un problème avec les hommes qui se barrent, quoi. Moi, j'ai commencé ce métier en pensant que c'était un petit peu peut-être un stéréotype ou un préjugé. Voilà, l'homme qui met enceinte sa compagne et puis qui, le jour ou dans les semaines qui suivent l'accouchement, s'en va et la laisse gérer toute seule. Mais c'est tellement pas un stéréotype, tellement pas un préjugé. Et puis, évidemment, on est médecin, donc scientifique, donc on creuse un peu, on regarde les stats de l'INSEE qui disent qu'en France, il y a 24% de familles monoparentales, donc 83% de femmes seules. Et 20% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et oui, qui sont les premières touchées par la précarité. Et donc, il faut se mettre un petit peu à la place de ces femmes. C'est-à-dire, non seulement tu te retrouves à élever un enfant seul, nous on est deux, Et on est deux, en plus on est deux mecs, donc autant te dire qu'on fait vraiment 50-50, sinon on se bouffe le museau, quoi. Il n'y en a pas un qui va faire plus que l'autre, parce qu'on est tous les deux des grosses feignasses, et on est épuisés. Et donc je me dis, mais comment font les mères célibataires, quoi? Ou au-delà de ça, les femmes en couple hétérosexuel avec un homme lambda qui pense mériter une médaille parce qu'il a fait la vaisselle et qu'il a nettoyé les biberons, quoi. Et qui va se lever le matin en ayant bien dormi et avec sa compagne qui est explosée parce qu'elle s'est levée 3 fois. Et je me dis, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Nous, on est deux, on est épuisés. Je ne sais pas comment font les femmes célibataires. C'est vrai que maintenant,
quand elles arrivent au cabinet, j'ai tendance à leur donner des arrêts maladie facilement. Si la Sécu écoute, je me porte un contrôle. Mais c'est tellement épuisant, quoi. Dire, le petit se réveille 3 fois la nuit, il faut s'enquiller la journée de boulot le lendemain, tout en souriant. Ne pas montrer l'immense détresse qu'il y a à l'intérieur, parce que souvent ces femmes, c'est pas la vision de la vie qu'elles avaient, parce qu'elles ont dû gérer non seulement une parentalité solo, mais en plus un immense chagrin d'amour, parce qu'elles n'avaient pas dans l'idée que le gars se barrerait une fois qu'elles auraient accouché, quoi. Et donc moi je me retrouve avec ces femmes qui gèrent tout toutes seules et qui gèrent en plus cet immense chagrin d'amour, quoi. Donc ouais, mon empathie, elle a décuplé depuis que je suis papa, quoi. Ça m'arrive vraiment d'avoir les larmes aux yeux. Ça m'est arrivé, c'est pour ça. Je suis désolé, pardon. Non, ça va aujourd'hui. Et c'est rare quand un médecin reconnaît ce genre de choses, c'est pour ça. Parce qu'on passe souvent inaperçu aux yeux de la société. C'est rare que je sois émue pendant un podcast, tu vois. Merci. Tu viens juste de décrire ce que j'ai vécu. J'ai cru mourir à un moment, c'est pour ça. On peut parler. Oui, tu veux qu'on passe à autre chose? On peut passer à une autre question. On peut je réponds à toutes les questions. J'ai aucun souci d'en parler, mais c'est juste ça m'a fait bizarre d'être émue parce que ça. Mais Dieu sait qu'on a voulu notre fils et on voulait vraiment un bébé, on voulait vraiment être père, mais tu vas rire, mais enfin. Je pensais pas que ce serait aussi difficile, aussi dur. Et Dieu sait qu'on l'aime. Mais c'est terrible. Et alors même que je suis médecin, c'est-à-dire que je suis censé savoir gérer certaines crises, quoi, mais je perds absolument tous mes moyens dès l'instant qu'il se met à ne plus aller bien. Je suis plus médecin, j'ai oublié tous mes cours. je suis en stress total. Et je me suis jamais senti autant fatigué que depuis que je suis père. Mais même fatigué, pas seulement moralement, c'est-à-dire physiquement. J'ai mal au dos, j'ai une tendinite du poignet parce qu'il pèse 13 kilos maintenant et qu'il veut tout le temps être dans les bras. Et donc ça casse le corps aussi physiquement. Je veux dire, c'est pas que le moral, parce que je te parle même pas, enfin tu sais, mais des nuits sans dormir, moi je trouve que c'est la pire des tortures, vraiment. Puis devoir enchaîner le matin, moi je baille toute la journée. Alors les patients doivent aussi dire qu'est-ce qu'il est fatigué, le patient, le médecin, pardon, je dois le faire chier avec mes histoires, alors qu'en fait, parfois il m'ennuie un peu, mais là en l'occurrence c'est juste que je suis fatigué, et comme je le dis, voilà, nous on est 2 hommes, donc on n'a aucun rôle prédéterminé au sein du couple. C'est-à-dire la société ne nous a jamais dit toi t'es la femme, tu vas faire ça, toi t'es l'homme, tu vas faire comme ça, et il faut que toi la femme tu vas faire un peu plus que l'homme parce que l'instinct maternel, blablabla, et puis c'est dans les gènes, vous adorez ça, être maman et tout. Non, nous on appelle ce genre de bullshit à la maison, et on le voit même avec notre entourage qui du coup a pas de femmes sur qui faire reposer certaines attentes ou certaines pressions, tu vois, et du coup je les sens parfois un petit peu décontenancés parce qu'ils ont personne à qui faire des reproches ou adresser des reproches, et puis en même temps, comme on est 2 hommes, on n'aura jamais droit à ce qu'ont droit les hommes en couple hétérosexuel, c'est-à-dire personne va nous applaudir parce que on lui donne le bain, parce que on nettoie les biberons, parce qu'on lui change les couches, parce que on repasse ses vêtements, parce qu'on met de la soupline et que ça sent bon, parce que c'est comme ça et qu'on est 2 hommes et qu'on le fait, et ça me fait penser que du coup on vit quand même dans un sacré mensonge dans notre société, qui est que il y a des rôles qui sont traditionnellement ou naturellement, c'est encore pire, attribués aux hommes, et d'autres rôles qui sont naturellement attribués aux femmes, et que ces rôles-là ne seraient pas interchangeables. Et moi je le vois dans mon foyer, dans ma cellule familiale, absolument que ces rôles sont interchangeables en fait, et nous on fait aussi bien que n'importe quel couple, ce qui veut bien dire que les hommes, quand ils n'ont pas le choix, quand il n'y a pas de femme dans l'équation, ils font aussi bien qu'une femme, mais personne, en tout cas aucun homme, n'a intérêt à dire que ces rôles-là sont interchangeables, et donc ça reste comme ça. Je te donne un exemple. Si on s'est fait une promesse, on s'était fait 2 promesses. La première promesse, c'était si jamais on s'engueule après l'arrivée du petit, on ira voir une psy pour parler, voilà. On laissera pas le truc pourrir, quoi. Bon, évidemment, on est allé voir une psy rapidement parce qu'on s'engueulait pour du sel, pour n'importe quoi, à cause du manque de sommeil, ça fait dégoupiller. Et
La deuxième promesse qu'on s'était faite, c'était, alors qu'on est 2 professions libérales tous les deux et qu'on travaille énormément, c'était tous les rendez-vous médicaux, on y va ensemble. Voilà. Et quand il sera plus grand, les conseils de classe, j'en sais rien, enfin les moments où on doit aller à l'école, on ira ensemble. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Chaque fois qu'on va chez la pédiatre, on est les 2 seuls gars dans la salle d'attente, quoi. Il n'y a que des femmes qui viennent avec leurs gamins. Alors, elles nous regardent toujours avec des grands yeux attendris, pleins d'empathie, en disant « Oh là là, ils sont mignons, tous les deux, ils s'en occupent bien. » Mais elles font exactement la même chose que nous, sauf qu'elles n'ont pas droit au regard plein d'empathie. Et c'est pas très juste, quoi. T'as dévoilé le secret. Vous êtes capable, en fait. Mais on est capable, mais heureusement, il y a quand même des pères qui le savent, mais... Oui. Mais bien sûr que ces rôles sont interchangeables, mais les hommes n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Oui, dans la société en général, ça arrange tout le monde. Tout le monde. Une partie Moi, les de la femmes, population. mais surtout les hommes. Oui. Pour pouvoir maintenir aussi au travail, leur carrière. Bien sûr. Et tout ça, on est bien d'accord. Et ça a changé quoi dans ta pratique de la médecine, de devenir père ? Ça va paraître très naïf ce que je vais dire. Je sais pas si tu vois, mais je trouve qu'en vieillissant, on perd un petit peu une forme de vérité essentielle qui est que ça compte et que c'est important de prendre soin d'un plus petit que soi. Et alors c'est bête, hein, j'ai l'impression de parler comme dans un Disney, mais d'un seul coup, tu as ce petit, on te le donne et on dit voilà, maintenant il est avec vous, si vous vous en occupez pas, si vous le baignez pas, si vous ne l'aimez pas, si vous le nourrissez pas, il meurt. Grosso modo. Et tu dis, ouais, mais c'est merveilleux, en fait, de prendre soin d'un plus fragile que soi. Et ça reconnecte avec une part en nous, naturellement bonne, et qui, peut-être, s'était fait beaucoup abîmer par les autres, et qui avait eu tendance à disparaître un petit peu. Et moi, ça m'a rappelé qu'elle était... Oh, je suis un peu ému, ça m'a rappelé qu'elle était toujours là, cette part-là. Voilà. Ça redonne de l'empathie pour les autres. Oui, pour les autres, pour les patients, pour les patientes, particulièrement pour les mamans. Et puis, oui, ça reconnecte avec des vérités basiques, quoi, qui est que peut-être que l'être humain n'est pas entièrement acheté, quoi. Quand on regarde nos enfants, c'est vrai qu'on peut avoir de l'espoir. Oui, mais cette innocence-là, elle est merveilleuse, quoi. Et puis... c'est... Tu vois, si tu me demandais qu'est-ce que ça a changé en tant que... J'ai publié plein de bouquins, j'ai été traduit dans plein de pays, j'ai ma chronique à France Inter, j'ai eu beaucoup de succès avec les livres, tu vois, et puis je suis médecin, et pourtant, depuis que j'ai mon fils, c'est la première fois de ma vie que je me sens important. Ça se prend. Oui, ouais. Est-ce que tu reçois dans ton cabinet, tu veux qu'on fasse une pause ? Non, ça va. Des hommes, des papas qui osent venir te dire à toi, j'y arrive pas, c'est dur, je suis en souffrance. Parce que tu vois, on parle évidemment de la santé mentale des mères, c'est très important, mais le tabou est encore plus fort sur les hommes. Est-ce que parce que toi tu es homme et père, ils peuvent venir se confier ou tu as rarement cette parole ? J'ai très rarement eu cette parole. Après, ce que j'ai eu plus, et ça m'avait beaucoup touché, c'est un autre sujet qui est proche de celui-ci, mais dont on parle peu, c'est les hommes qui sont en mal d'enfants. Des hommes qui voudraient des enfants avec leur compagne, mais n'y arrivent pas, et en éprouvent une grande souffrance. Et ça, c'est un peu le corollaire de la question que tu viens de me poser, mais dont on ne parle pas non plus beaucoup. Hein. Et moi, j'étais dans cette situation-là, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment te dire, c'est venu, je ne voulais pas spécialement d'enfants, et puis petit à petit, au cabinet médical, je ne sais pas pourquoi, de tenir des bébés, les bébés des autres, ça agitait un truc en moi de très fort. Et puis, il y a des matins où tu t'occupes des bébés des autres, et tu vois que ces bébés sont... pas aimé comme il devrait l'être, ou à moins de tomber sur un prof à l'école, un prof génial, ils ont 2 ans, 3 ans, et c'est déjà foutu pour eux, pour plein de raisons.
manque d'amour, manque d'attention, et t'essayes de pas juger les parents, mais tu les juges quand même un peu parce que toi tu crèverais d'envie d'avoir un enfant et que tu comprends pas pourquoi c'est si facile pour les autres et pourquoi ils gâchent cette chance-là qu'ils ont et qu'ils s'en rendent pas compte, et que oui, petit à petit tu deviens aigri, tu deviens mauvais au fond de toi, tu deviens envieux, et puis un jour au hasard d'une consultation en fin de journée, il n'y a plus de patient en salle d'attente, tu reçois un patient, une grande baraque, un rugbyman, qui fait 2 mètres, puis on parle de son métier, et puis il travaille à l'aide sociale à l'enfance, il place des gamins. Et au cours de la discussion, il te confie qu'avec sa femme, son parcours PMA depuis plusieurs années maintenant, qu'il n'y arrive pas, et ils n'y arrivent pas tous les deux, et que c'est dur pour lui au quotidien de voir ses gamins fracassés et de ne pas pouvoir en avoir un, et de voir tous ces parents qui ont gâché cette chance-là immense, ce trésor-là qui est un enfant, quoi. Et donc toi, tu commences aussi un petit peu à parler de la manière dont tu supportes plus de voir certains bébés ou certains enfants au cabinet médical, quoi. Moi, je vois des gamins, ils ont 1 an et demi, et ils sont déjà... Là, ils ont déjà les dents carriées, tu vois, à cause du coca ou devant les écrans toute la journée. Et tu te dis, à l'époque, je me disais des choses horribles, quoi. Et donc tu parles avec ce gars, et puis vous finissez en larmes en vous promettant que vous allez y arriver et tout. Et il est devenu père aussi depuis, et je suis content. Je suis content pour lui. Donc tu arrives à avoir les difficultés des pères, on va dire, en amont. Parce que c'est encore peut-être plus facile de dire, mais on n'arrive pas à avoir un enfant et ça me touche. Mais une fois qu'ils sont dans la difficulté paternelle, comme on peut être nous dans la difficulté maternelle, là par contre... Tu reçois pas de... Non, pas trop. Après, c'est fou parce qu'on le sait, statistiquement, il y en a. Bien sûr, il y en a. Et même moi, je veux t'avouer que Dieu sait qu'on l'a voulu, mais le premier mois, j'ai pris un sacré coup à la tête. Mon compagnon, ça a été l'amour instantané. Vraiment, il l'a rencontré, il l'a pris dans les bras, et c'était son fils. Voilà. Et moi, ça a été plus compliqué parce que je me suis senti dépossédé de ma vie d'avant, et ça a été terrible, ça a été terrible, et je m'en suis voulu parce que tu as le sentiment, quand tu galères à avoir un enfant, que tu as interdiction de te plaindre et interdiction de dire aux autres que c'est dur, alors qu'en fait tu as le droit aussi de trouver ça dur comme n'importe quel néo-parent. Mais oui, les gens ils vont dire tu l'as voulu, tu l'as eu, hein, grosso modo. Sauf que moi, je passais de mon métier de médecin et d'écrivain à quelqu'un qui vivait toute la journée à la maison, à lancer des lessives, ranger le linge, nettoyer les biberons, nettoyer les couches, ne pas dormir. Et je me suis dit, mon Dieu, mais ça va être comme ça jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Bon, Dieu merci, ça dure pas jusqu'à 18 ans. Mais j'ai eu un petit moment de grand trouble, de grand vertige, et on était 2 pour en parler. Je pense que c'est encore plus difficile quand on se retrouve seul avec ces interrogations-là. Comment toi tu fais pour te protéger, ou en tout cas prendre soin de toi par rapport à ce que tu reçois des patients ? Tu vois, tu le disais là, tu vois des enfants de 1 an qui sont maltraités, plus ou moins, des patientes de 90 ans qui sont maltraitées, des hommes qui sont maltraités au travail, enfin peu importe la configuration, qui viennent déposer ça vers toi. Comment tu gères pour... Parce que j'ai l'impression que tu es sensible quand même. Ouais. Pour pas que ça t'affecte en permanence. J'ai l'écriture, évidemment. L'écriture, ça me permet vraiment d'être mon petit château fort mental. Voilà. Donc l'écriture, évidemment, j'ai mon fils, mon compagnon, ma famille. Ça aide énormément. Après, il y a aussi la gestion de la colère, qui pour moi est vraiment quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, j'arrive pas à laisser les problèmes des autres, les problèmes des femmes que je rencontre au cabinet médical glisser sur
sur moi, quoi. Je suis pas imperméable à ça. Moi, j'ai pris 10 à 15 kilos depuis que je suis installé comme médecin, quoi. Et je sais pourquoi. Il suffit qu'il y ait 2-3 femmes qui chialent au cabinet médical, je vais rentrer chez moi et je vais bouffer, quoi. Et je vais bouffer et il faudrait pas, mais ça me fait du bien, en fait. Ça me console de ce que j'ai vu dans la journée, quoi. Et je me laisse parfois aussi bouffer un peu par la colère parce que qui rend justice à ces femmes qui viennent pleurer dans mon cabinet médical? Personne. Et du coup, ouais. On a envie de casser le monde en deux, quoi. Mais c'est important pour toi de continuer ta pratique pour pouvoir être là, ou est-ce que tu as déjà pensé à dire je peux plus? Alors, j'y ai pensé, mais j'y reviens toujours d'abord parce que j'ai fait 10 ans d'études et qu'on ne va pas gaspiller tout ça. Mes parents feraient une attaque, je pense. Et puis d'abord parce que j'aime ce métier et que ça compte d'être là, d'écouter les gens, de les accompagner. Oui, ça compte d'avoir la responsabilité d'ouvrir chaque matin ce sanctuaire-là où les gens peuvent venir déposer quelque chose de lourd. Et tu dirais que depuis que t'es père, t'es encore plus sensible aux vibrations. Enfin, tu vois, est-ce que les gens peuvent te redonner parce qu'on est un peu plus fragile, parce qu'on dort moins, parce qu'évidemment, on comprend aussi un sens plus grand de la vie? J'ai développé mon super pouvoir qui est d'arriver à faire pleurer les patients. Et ça, c'est un super pouvoir précieux parce que je trouve qu'on ne laisse pas assez la possibilité dans notre société aux gens de pleurer, de pouvoir lâcher prise. Et l'autre jour, une patiente qui arrive avec son petit qui devait avoir l'âge du mien et qui... en le berçant dans les bras en disant docteur, voilà, il pleure tout le temps, vraiment, il pleure. Et je me souviens, je prends le petit en disant en parlant au petit, alors qu'il n'avait pas l'âge de comprendre. Elle vient avec moi, Charles ou Louis, je sais plus, viens avec moi, Charles, on va laisser maman pleurer. Et là, elle fond en sanglots, comme si je lui avais donné comme le médecin lui a donné la permission de pleurer. Et je crois que ça lui a fait du bien, qu'elle avait besoin que quelqu'un lui dise c'est normal de pas aller bien, c'est normal d'avoir envie de pleurer, et tu peux lâcher maintenant, et je m'occupe du petit juste 10 minutes, voilà, le temps que tu puisses sortir ce qu'il y a à l'intérieur et qui a besoin de sortir. Et puis notre patiente, qui est cette fois-ci, c'est l'autre côté du spectre, qui est très, très, très âgée, et qui vient pour le renouvellement du médicament de son mari. Bon, ça aussi, on pourra en parler. Une femme qui s'occupe de la santé de leur mari. Elle était très âgée, elle vient pour le renouvellement de traitement de son mari. Je lui demande comment elle va, elle me fait ça va. Et je fais non, mais vraiment, je vous pose la question, comment vous allez, vous? Et là, elle se met à pleurer. Mais je pense que parce que c'était un automatisme, quoi. Tout le monde lui demande comment ça va, mais sans vraiment attendre de réponse. Et là, le simple fait que le médecin lui demande j'attends une vraie réponse, madame, et elle s'est sentie capable de la donner, quoi. Est-ce que tu fais plus attention aujourd'hui quand tu reçois une jeune mère à la dépression du postpartum? On sait que tous les soignants ne sont pas formés, que voilà, c'est encore une maladie qui est mal détectée. Le suicide est la première cause de décès des mères. Tu as une attention particulière? Comment est-ce que tu abordes ça? Je pose systématiquement la question parce que je sais combien c'est difficile d'avoir un nouveau-né qui se réveille 3-4 fois la nuit. Qui a parfois des reflux, qui a parfois des douleurs. Et donc, je la posais avant, mais peut-être que je la pose maintenant avec un peu plus d'attention, ou en tout cas, un peu plus d'insistance. Voilà, parce qu'il y a quand même, dans notre société, toujours avec ces questions de foutu instinct maternel et compagnie, je pense chez certaines femmes, un besoin de dissimuler leur mal-être, parce qu'après tout, la société les serine depuis qu'elles sont gamines sur le fait qu'être mère est l'accomplissement de leur vie, et même parfois l'accomplissement de leur nature féminine. Je veux dire, quand on gave les gamins et les gamines avec des contes de fées qui finissent tous par ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et furent heureux. Dans la tête des petites filles, on leur dit déjà qu'une part de leur accomplissement personnel doit passer par le mariage et par la maternité, quoi. Et comment on fait quand on est grande, qu'on se marie, qu'on a des enfants et qu'on n'est pas forcément très heureuse, quoi. Eh bien, il faut offrir à ces femmes-là la possibilité de dire mais moi, c'est pas comme dans les contes de fées, docteur, je suis pas très très heureuse. Et pourtant, je suis mariée, on a beaucoup d'enfants, mais je suis pas très très heureuse. Et il faut juste offrir cette possibilité-là
entrouvrir la porte. Et c'est même, je vais aller plus loin, ça va être le moment le plus chiant du podcast, c'est que ça fait partie de notre mission, c'est l'OMS qui le dit, hein, le médecin généraliste a une obligation de s'assurer de la santé physique, évidemment, morale et sociale de ses patients. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste demander aux gens, vous avez mal au coude, vous avez mal ici, il faut leur demander aussi comment ça va moralement, et puis comment ça va aussi au boulot, socialement parlant, quoi. Ça fait partie de notre mission, il ne faut pas l'oublier, quoi. Souvent, j'ai des patients qui me disent oui, ça va, pourquoi vous me posez cette question? Parce qu'ils n'ont tellement pas l'habitude qu'on leur demande comment ça va moralement que pour eux, c'est presque intrusif comme question, quoi. Et avec une vraie intention d'écouter. Oui, parce que ça fait partie de la mission, quoi. Et puis, tu dois naviguer autour de la honte. Oui. Il y a beaucoup de honte et de stigmatisation autour de la santé mentale. Moi, ce qui m'a le plus bouleversé, si tu veux, c'est ce sujet tabou qui est celui des pensées intrusives et des pensées parasites. Voilà, moi, c'est un truc dont j'ai parlé très rapidement et je me souviens d'une soirée qu'on avait fait chez des amis que j'aime beaucoup. Ils ont 3 enfants. Les enfants sont très grands maintenant, sont partis. C'est des amis plus âgés que nous. Et j'en avais parlé sur France Inter dans une chronique des pensées parasites. Tu sais, je fais un petit résumé, mais les gens, c'est des pensées intrusives. C'est ça touche, je crois, 2 femmes sur 5 à 3 femmes sur 5 en début de parentalité. C'est on tient son enfant dans les bras et on se met à avoir des pensées qui sont d'une extrême violence vis-à-vis de cet enfant. C'est-à-dire, je pourrais le jeter contre le mur ou le balancer par la fenêtre, alors qu'on n'a aucune envie de le jeter contre le mur ou de le balancer par la fenêtre. Mais comme c'est horrible de penser ça, l'esprit est très malin et nous oblige du coup à y penser, alors qu'on n'a pas du tout envie d'y penser, qu'on n'a pas envie du tout de le faire, quoi. Et donc, j'avais écrit une chronique sur ça, sur Inter, et je vois mon ami, père de 3 enfants, et qui me dit « Mais j'ai écouté cette chronique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, on peut pas aimer ses enfants et avoir des pensées pareilles qui nous traversent l'esprit. » J'en ai eu, moi. Et là, je vois sa femme qui explose en sanglots, se lève et part dans la cuisine. Et je me suis aperçu, alors qu'ils sont mariés depuis des années, que non seulement on pouvait, mais qu'en plus, il n'y avait pas d'espace de liberté de parole sur ces sujets-là dans notre société. Et que c'est tellement meilleur quand on vous dit que, 1, c'est fréquent, 2, c'est pas anormal, et 2, c'est une manière pour l'esprit d'apaiser des angoisses, des inquiétudes, et que surtout, il n'y a jamais de passage à l'acte, quoi. Mais tous ces sujets-là tabous, je me dis que c'était les femmes, si c'était les hommes qui portaient des bébés, qui géraient les premiers mois de vie avec bébé tout seul à la maison, peut-être qu'on parlerait beaucoup plus de ces sujets-là, quoi. Ce qui est chouette, c'est que donc, tu es médecin, mais on a bien compris, tu es écrivain. Si personne ne sait, lisez ces livres, ils sont géniaux. Tu as vraiment une écriture très humaine, pleine d'empathie, où tu racontes les histoires de la vraie vie, mais avec cette sensibilité qu'on a pu voir là. Est-ce que c'est ton quotidien de médecin qui t'inspire le plus ou tu puises l'inspiration ailleurs? Moi, j'ai dû écrire 6 ou 7 romans, tu vois, et il y en a très peu qui parlent la médecine. Il doit y en avoir 2 ou 3 maximum. En fait, la seule chose qui décide de ce que je vais écrire ou pas, c'est la joie. C'est-à-dire, je me mets à la table et si je suis heureux, et si je sens au fond de moi un sentiment profond d'exaltation en écrivant l'histoire que j'ai envie d'écrire, alors je sais que je suis sur la bonne voie. Et puis j'ai cette chance-là qui est pas donnée à tout le monde. Et c'est vrai, quand on vend beaucoup de livres, on a cette chance-là d'avoir du pouvoir dans le milieu éditorial, qui est un milieu difficile, hein, faut pas se leurrer. Hein, si tu vends pas beaucoup de livres, tu seras déconsidéré. Si tu vends des livres, tu es considéré. Et c'est triste et c'est comme ça. Et moi, j'ai cette chance-là, c'est que j'en vends pas mal et du coup, je me suis jamais obligé d'écrire quelque chose que j'avais pas envie d'écrire. Personne m'a jamais tordu le bras et c'est la seule promesse que je peux faire au lecteur, c'est que j'écris vraiment les livres qui me rendent heureux au moment de l'écriture, quoi. Je vais te parler des 2 derniers livres que tu as écrits, parce qu'il y en a un pour les enfants et il y en a un pour les adultes. Dans celui pour les adultes, ton dernier roman qui s'appelle « Tous les silences ne font pas le même bruit », tu as voulu parler de la question de l'homosexualité à travers l'histoire d'un fils et de sa maman. Pourquoi est-ce que cette histoire, tu as voulu la raconter à ce moment-là de ta vie? Ça s'est imposé
au moment où je suis devenu père, j'ai voulu solder un petit peu les comptes avec le passé en me disant tout ce qui est terrible, tout ce qui est difficile et qui a pu t'arriver, tu le mets dans un livre et puis tu passes à autre chose et tu fais table rase du passé et t'accueilles ton enfant dans un espace serein, apaisé de toutes ces questions-là, toutes ces questions-là et sans regret, sans rancœur. Bon, évidemment, ça marche. C'est un beau projet en tout cas. Oui, mais ça marche pas comme ça. Et puis, je me dis aussi que c'était l'occasion d'écrire un livre en espérant faire changer un petit peu la société, quoi, parce que je veux que mon enfant grandisse dans une société meilleure, plus tranquille, plus apaisée, et que maintenant qu'il est là, je veux tout faire pour le protéger. Ça passe aussi peut-être par vouloir profondément changer cette société de fond en comble. Et il y a une part de moi qui se demande si... Moi, j'ai très peur, par exemple, qu'il soit moqué à l'école parce qu'il a 2 papas. Tu vois, je me mets un peu à nu, là. Mais, et donc, je me demande s'il n'y a pas une part de moi qui, comme par hasard, il y a 2 ans, s'est mis à écrire des albums jeunesse. Ça marche très bien. Et c'est beaucoup lu dans les écoles. Et en fait, je me dis... Je crois qu'inconsciemment, j'ai fait ça parce que je veux que quand il aura l'âge d'aller à l'école, ce soit mes livres qu'on lise à l'école, que les maîtresses sachent que c'est mon fils et que du coup, elles en prennent plus soin et qu'elles soient plus à l'écoute et qu'elles fassent plus attention à ce qui peut être dit sur ces 2 papas par d'autres camarades. Et donc, je me demande si... inconsciemment, j'ai pas cherché des moyens de le protéger un peu. À chaque fois, je dis de le protéger de l'homosexualité de ses parents. Et en fait, non, de le protéger de l'homophobie de la société. Il faut à chaque fois que je fasse ce petit... parce que c'est pas nous le problème. C'est jamais nous le problème. Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui veut soutenir son enfant pour pas qu'il s'enferme dans ce silence dont tu parles dans le livre et que ce soit OK d'avoir peu importe la sexualité qu'on a? Alors, ça va paraître prétentieux, mais moi, le livre, j'ai vraiment écrit aussi comme un mode d'emploi pour que les personnes terminent ce livre et se sentent beaucoup plus libres de penser ce qu'elles pensent et d'être moins déterminées par ce qu'elles peuvent penser au sujet de la différence. Parce que, en fait, en vrai, le livre, tu changes homosexualité par noir ou gros ou même femme. Et en fait, je crois que tout le livre se tient. Et c'est ce qui est terrible, c'est qu'en fait, toutes les discriminations se vivent différemment, mais elles se ressemblent toutes quand même beaucoup. Elles se construisent toutes plus ou moins de la même manière. Et donc, moi, si j'ai un conseil à donner à un parent, c'est de peut-être laisser traîner des livres sur le sujet, sur la table, pour montrer à son enfant qu'il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Et que l'enjeu fondamental de toutes ces questions-là d'orientation sexuelle, c'est celui de la liberté individuelle. Moi, je développe de longs chapitres dans le livre sur ça, mais parce que c'est une question fondamentale. Pendant des années, je me suis réfugié derrière l'idée de... c'est ce qu'on appelle le born this way. Je suis né comme ça. En gros, ne me frappez pas, c'est pas ma faute. Je suis né comme ça. Et j'en suis largement revenu parce que c'est une bêtise de penser ça, en fait. C'est ne me frappez pas parce que qui que ce soit, ou qui que vous soyez, vous n'avez rien à faire dans la chambre à coucher de 2 adultes consentants. Et personne dans la société, les homophobes pas plus que quelqu'un d'autre, n'a rien à faire dans la chambre à coucher de 2 adultes consentants. Et à partir du moment où la société s'immisce dans ces espaces-là, alors on perd une partie de nos libertés individuelles. Et donc, la question, c'est pas de dire je suis gay, hétéro, lesbienne. La question, c'est je suis libre. Je suis libre et la société n'a rien à faire dans ces espaces-là. Et si je dis ça, c'est parce que je suis sûr que peut-être des gens vont se dire mais en quoi ce livre me concerne? Si l'homophobie, moi je suis pas homophobe. En fait, si vous êtes concerné, parce qu'à partir du moment où on le voit aux États-Unis, ils ont commencé par s'attaquer aux personnes trans. Après, ça a été le corps des femmes avec les questions autour de l'avortement. Puis évidemment, maintenant, ils en sont à rediscuter pour relégiférer autour du mariage pour tous. Il y a déjà des États au Texas où ils en sont à légiférer sur l'interdiction de la fellation, de la sodomie pour les couples hétérosexuels dans la chambre à coucher. Et donc, ça ne s'arrête jamais, en fait. Ils vont aller jusqu'au bout. Et donc, tout le monde est concerné à un moment donné par cette question de liberté individuelle. Ouais. Mais j'aime bien ce que tu dis autour des parents, de
montrer peut-être pas forcément de manière très assumée, mais de laisser l'espace en tout cas pour l'enfant, pour savoir qu'il est soutenu, qu'il est là, que le parent est là. Mais c'est très dur ça, parce que je m'aperçois que je dois lutter en permanence contre ma propre homophobie, parce qu'on peut être une femme et avoir des réflexes sexistes, on peut être un homme homosexuel et avoir des réflexes homophobes. Et moi, j'essaie de lutter contre mes propres réflexes homophobes. J'ai très peur que mon gamin commette des bêtises à l'adolescence, parce que je me dis, on dira que c'est à cause de l'homosexualité de ses parents, alors qu'en fait, c'est juste un ado et que les ados commettent des bêtises et que ça arrive, et de tout temps. Et peu importe les parents. Oui, et peu importe les parents. Et du coup, je me mets une pression par rapport à ça. Pareil, je me dis, j'espère secrètement qu'il sera hétérosexuel, parce que si c'est pas le cas, on dira ben non, il est homosexuel parce que ses parents sont homosexuels. Alors que non, c'est juste comme ça. Après, je dis toujours que j'espère qu'il sera hétéro, comme ça il nous quittera jamais pour un autre homme. Mais non, blague à part. En fait, si tu veux, et c'est vrai aussi, c'est que la société nous a donné ce droit récemment. Enfin, on lui a arraché ce droit récemment. Et donc, je pense qu'il y a une part, chez beaucoup d'homosexuels, de lesbiennes, de couples homoparentaux, lesbiens ou gays, de pression en disant on doit être les parents irréprochables d'un enfant irréprochable, parce que sinon, la société dira ah ben vous voyez, on avait bien fait de dire qu'il fallait pas leur donner ce droit-là. Et donc, oui, c'est dur. Dans le podcast, j'ai reçu Héloïse Junier, je ne sais pas si tu connais, qui est psychologue. Et Héloïse, elle parle souvent dans les livres qu'elle a écrits des études qui ont été faites sur les parents homosexuels, qui sont en fait la meilleure combinaison. Les enfants sont le plus heureux. Oui. Qui s'en sortent le mieux, en fait. Mais c'est incroyable. Qui aurait pu croire que des parents qui galèrent à avoir un enfant, quand ils en ont un, le choix... c'est incroyable. Et c'est incroyable. Qui aurait pu croire ça, vraiment. Mais donc, là, pour le coup, vraiment, il y a plein d'études qui ont été faites, donc on peut se référer là-dessus. Dans ton autre dernier livre, qu'on a à la maison, qu'on lit beaucoup, enfin, tu en as écrit 2 pour les enfants, comme tu as dit, qui sont illustrés par Kin Leng, on dit comme ça, Kin Leng. Je suis moi et personne d'autre, surtout celui-là. Après, tous les gens sont beaux. T'abordes la délicate question, vraiment, de l'estime de soi, de savoir dire non, mettre des limites, s'affirmer. Là, pourquoi est-ce que tu as voulu, au-delà de ton fils quand même, aborder un sujet qui n'est pas si simple pour les enfants à comprendre à travers une histoire pour enfants? C'est cet enfant qui arrive à la rentrée des classes et puis il met son manteau sur le porte-manteau, vous savez, où il y a le petit prénom au-dessus du porte-manteau de tous les enfants, et puis dans les jours qui suivent, il va vouloir dire oui pour avoir des copains. Et donc les copains disent viens on va jouer au foot, alors qu'il n'aime pas le foot, donc il dit oui. Et puis les copains disent viens on va embêter les filles, alors il va embêter les filles alors qu'il n'avait pas envie d'embêter les filles, il dit oui. Et chaque fois qu'il dit oui, il perd une lettre de son prénom. À la fin il n'a plus de prénom, il ne sait plus comment il s'appelle. Ça finit pas comme ça évidemment, mais j'avais envie de questionner ce sujet-là c'est l'apprentissage de toute une vie, d'arriver à dire non, d'arriver à dire je me fiche de la vie des autres et j'existe par moi-même, et c'est tellement compliqué et c'est tellement paradoxal parce que moi je l'ai vécu. Ce qui est étrange, c'est que je suis pas quelqu'un qui est dans le rapport de force. Moi, ça m'intéresse pas les rapports de force avec les gens, et pourtant je me suis aperçu que malheureusement il y a des personnalités qui ne commencent à vous respecter que dès lors que vous avez posé vos limites, et donc dès lors que vous êtes vous-même dans un rapport de force. Et c'est malheureux, mais moi je l'ai vécu souvent à l'hôpital en tant qu'étudiant, des chefs qui nous martyrisaient, et le jour où on n'en peut plus et on se met à lui parler mal, parce qu'on vrille un peu, qu'on dégoupille, qu'on dit qu'importe les conséquences, maintenant j'y vais et je lui dis que c'est plus possible, et qui vous regarde un peu comme on regarde le fou dans le bus, en disant oh là là, je vais être gentil avec lui, et bizarrement à partir de ce jour-là, il commence à vous respecter, et à vous respecter même plus que les autres, et dit c'est malheureux, mais il y a des gens comme ça qui ne demandent que le rapport de force pour avoir du respect, et j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne très rapidement que ça existe, et que on n'a pas forcément besoin de tout le monde dans la vie, ou de l'approbation de tout le monde, et que c'est dur de dire non quand on est adulte. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes aussi
à un moment, le petit, il dit il dit à sa mère, ça a l'air dur de dire non quand on est adulte. Et elle dit que c'est vrai, que c'est difficile. Et il lui demande, mais alors à quoi ça sert d'être adulte ? À quoi ça sert d'être une grande personne ? Mais je pense qu'il y a plein de grandes personnes qui ont perdu un peu le chemin de leur nom, quoi. Je pense qu'on est nombreux à se dire c'est une phrase que je mérite pas, ou que je mérite plus, ou que je mérite trop peu. Et alors qu'aussi on mérite tous d'être capable de dire non, de poser ses limites et d'être respecté malgré cette opposition et ce refus qu'on oppose aux autres, quoi. Ouais. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, tu vois, c'est que c'est facile de comprendre pour les enfants parce qu'il y a la question du harcèlement qui est au cœur de ça. Oui, bien sûr. À laquelle on les sensibilise de plus en plus quand même à l'école, dans le milieu scolaire, comparé à avant. Mais pourtant, ils ont quand même du mal à comprendre que dire non quand les autres sont méchants ou ne pas suivre le groupe, c'est important. Et ça fera pas d'eux quelqu'un de moins bien, ou en tout cas, le risque qu'ils prennent, il est bénéfique pour eux et pour la personne en face. Je vois ma fille qui a 7 ans, c'est... L'effet de groupe, il est déjà là, quoi, à 7 ans. Et pourtant, elle est éduquée dans ce genre d'environnement, et pourtant, elle lit des livres, mais ils ont du mal encore à... On est des êtres sociaux, hein, donc on a besoin du groupe. Après, le problème, c'est que les enfants, ils apprennent aussi par imitation, et donc comment leur apprendre à être libre si nous-mêmes, on ne se l'autorise pas, quoi. Et donc, je l'ai écrit aussi pour me le rappeler à moi. Je veux que mon fils puisse grandir en voyant son père capable de dire non, et que... Après, il a que 14 mois. Je pense que quand il aura 2-3 ans, qu'il va nous dire non tout le temps, j'ai dit pourquoi t'as écrit ce livre. C'est une phrase, ils aiment bien le nom. Voilà. Après, on peut discuter. Non, il faut. Je veux montrer à mon fils que je peux le faire et que c'est important d'y arriver, quoi. Et tu vois, au-delà de ça, donc c'est Francisco le petit, c'est cette estime de soi, en fait, l'identité de qui on est dont tu parles. En de disant pas se perdre. Non, voilà, en disant non, on se protège, nous, on dit qui on est, nous. Oui, et puis on finit par devenir quelqu'un d'autre, et ça, je pense, c'est aussi un problème de l'âge de ces enfants ou de l'âge adulte, qui est à force de dire oui, on perd le chemin de son nom et donc de soi-même, quoi. Et parce qu'on a toujours l'impression que si je dis non, il va falloir que j'explique pourquoi je dis non. Ben non. Non est une phrase. Non est une phrase complète, et qu'on n'a pas forcément besoin d'expliciter, et que ça devrait tenir tout seul. Voilà. Ça me fait penser ce que tu dis sur l'identité de qui on est quand on est enfant. Le podcast La Matrescence, c'est un concept psychologique qui explique le changement d'identité quand on devient mère, mais la patrescence, ça existe. Est-ce que toi, en devenant père, t'as senti... Tu disais que t'as eu peur de perdre ta vie d'avant, mais est-ce que t'as senti ce truc de je suis qui maintenant que je suis père ? J'ai eu cette responsabilité écrasante, et puis cet amour qui est venu comme ça. Je le connaissais pas il y a 14 mois, et puis maintenant, je n'envisage pas ma vie sans lui. Je préférerais mourir 1 milliard de fois plutôt qu'il lui arrive quoi que ce soit, quoi. Et en même temps, c'est bizarre parce que quand, du coup, c'est comme si j'avais créé les conditions de ma propre destruction totale, et que j'avais mis mon cœur dans le corps de quelqu'un d'autre, et que j'avais dit aux gens, voilà, maintenant, toutes mes fragilités, elles sont là, et elles sont pas assez à l'abri, d'après moi. C'est très étrange, et en même temps, le soir, quand je vais le chercher chez l'assistante... Alors, je dis tout le temps l'assistante maternelle, mais nous, on est 2 papas, donc l'assistante paternelle. L'assistante parentale. Je m'aperçois qu'à partir du moment où je pars du cabinet ou du bureau, jusqu'au moment où j'arrive en bas de chez elle, j'ai le sourire de Mona Lisa sur les lèvres. Je suis tout content à l'idée de le retrouver, quoi. Un sourire un peu niais, les gens ils doivent se dire, oh là, il a l'air bête, lui, mais je suis juste heureux de retrouver mon petit bout, quoi. Voilà. Du coup, tu vas avoir plein d'idées de livres à écrire au fur et à mesure pour paver son existence pour les 8-9 ans, pour les 10-12, à chaque fois, tu prépares le terrain. Voilà. T'as une liste. Non, j'ai plein de sujets que je voudrais aborder dans les albums jeunesse, mais c'est une promesse que je fais au lecteur, c'est que j'écris vraiment les albums jeunesse que je voudrais lire à mon enfant plus tard pour en faire quelqu'un de bien, quoi. Donc, c'est la promesse que je fais aux parents. Je triche pas, quoi. Voilà. Ça se sent.
Au moins, je peux te le dire, tu as réussi. Ouais. Je pense que tu le sais, mais même si tu comprends pas pourquoi les gens viennent faire la queue pour te voir. Non, je comprends toujours pas, mais... En tout cas, ils viennent. Oui. Ils viennent te voir. Merci beaucoup, Baptiste. Merci Clémentine, merci à toi pour l'accueil. Merci du fond du cœur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.